Pernod Ricard, Pernod Ricard, Pernod Ricard. Je sais que vous êtes nombreux à être investisseurs ou alors vous êtes nombreux à vouloir investir sur Pernod Ricard parce qu'elle semble sous-évaluer, le cours de l'action a fortement baissé. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question est-ce qu'il faut acheter Pernod Ricard? Est-ce que c'est une action qui va être rentable ou pas forcément? Avant de commencer, je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement, ce que je vous montre, c'est ma façon d'analyser les actions. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, on attaque directement pour Pernod Ricard qui est le numéro 2 mondial de tout ce qui va être production, commercialisation de vins, de spiritueux, etc., etc. Donc on est sur de l'alcool, sachant que Pernod Ricard s'oriente progressivement vers des marques premium, prestige. Okay, on sait que c'est un groupe qui est composé de plus de 240 marques, que c'est le premier groupe dans la catégorie premium pour les spiritueux et qu'on a 17 marques qui sont dans le top 100 mondial. Donc voilà, globalement, c'est un groupe qui pèse dans le milieu de l'alcool. Avant de commencer, je voulais vous faire un petit point sur globalement la consommation d'alcool dans le monde. On a pas mal d'études qui sont sorties, notamment avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui lutte contre, entre guillemets, le fléau. Ils jugent l'alcool comme étant un fléau. Et donc forcément, ça va impacter les ventes de Pernod Ricard. Donc on sait quand même qu'il y a un certain nombre de morts tous les ans liés à l'alcool. Et donc l'alcoolisme globalement fait des ravages. Et donc l'OMS met en place des actions pour sensibiliser, notamment contre l'alcool. Donc, un petit peu comme pour le tabac, on va avoir un effet de sensibilisation, notamment sur les générations les plus jeunes. Et donc, pour nous, ça a déjà commencé. Personnellement, quand j'étais jeune, pour les cigarettes, pour l'alcool, on avait déjà ces messages. Et c'est là d'ailleurs qu'on a eu une amplification de ces messages pour sensibiliser notamment contre l'alcool, contre la cigarette, etc., etc. Et donc, vous voyez que petit à petit, on a une baisse de la consommation d'alcool dans les ménages français. Alors, c'est des baisses qui sont petites parce que c'est des actions qui sont en train d'avoir un impact progressivement sur nos générations. Et donc, vous voyez que là, par exemple, en 2019, on a eu une baisse de 0,6% de la consommation d'alcool en France. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Est-ce que c'est un secteur d'avenir ? Globalement, l'alcool, personnellement, et au vu des chiffres, on risque de voir une consommation d'alcool ralentir petit à petit, pas forcément très fortement, mais globalement, c'est quelque chose qui risque de ralentir. Vous allez voir, Pernod Ricard met en place des choses pour pallier à ça, mais ça, on le verra après. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est important, globalement, d'avoir une idée de ce qui se passe sur le marché, et là en l'occurrence c'est le marché de l'alcool. Si on regarde un petit peu ensuite en termes de diversification géographique, on voit que c'est une entreprise, un groupe qui est assez diversifié. On a 30% environ en Europe, on a environ 43% en Asie et le reste aux États-Unis. Mais vous voyez que c'est assez bien réparti. En revanche, ce qu'on remarque, et c'est important de le remarquer, c'est qu'on voit qu'en Asie et reste du monde, globalement les pays émergents, on voit qu'on a une part de la consommation qui augmente. Donc, potentiellement, c'est là-bas que Pernod Ricard va faire son chiffre. Pourquoi ? Parce que c'est des pays qui sont en train de se développer, etc., etc. Je vous parlerai ensuite de la situation en Europe et aux États-Unis, dont dépend quand même beaucoup Pernod Ricard à hauteur de 60%. Si on regarde un petit peu la performance de Pernod Ricard par rapport à ses concurrents, globalement, on voit que par rapport à sa concurrence, elle performe plutôt bien. Pernod Ricard est en bleu. J'ai mis Rémy Cointreau pour l'aspect un petit peu luxe, un petit peu premium, mais on a aussi Brown-Forman et Diageo, donc deux gros concurrents. Je vous ai mis une petite liste des autres concurrents ici, et vous voyez quand même que globalement Pernod Ricard surperforme et au-dessus de ses concurrents, même si Rémy Cointreau, de par son aspect luxe, avait très bien performé, mais là prend plus cher finalement que Pernod Ricard.
Je vous ai aussi fait un petit topo, donc globalement sur la concurrence. Je vous ai aussi mis LVMH pour les marques notamment NSI, Moët Chandon. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça plus en détail, mais globalement, pour moi, Pernod Ricard est plutôt bien positionné. La petite analyse SWOT, toujours important de se rendre compte de ce qui se passe et vous allez voir qu'on va faire des liens avec ce qu'on a dit plus haut. Globalement, en termes de force, on a un portefeuille de marques qui est diversifié. Et puis personnellement, je rajouterais aussi le fait qu'on s'oriente un petit peu sur le premium. Ensuite, on a une forte notoriété, c'est des marques qui sont connues à l'international. On a un groupe qui est très bien diversifié géographiquement, attention, parfois, notamment avec la Chine, ça peut lui porter préjudice, comme ça le fait par exemple avec LVMH et avec Rémy Cointreau. On a un réseau de distribution qui est établi mondialement, et donc qui est stable, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et on a un engagement envers la durabilité, envers le durable. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail. En termes de faiblesse, on a une concentration finalement sur les marchés américains et européens qui sont plutôt en phase de maturité. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc, on va chercher à avoir une population en bonne santé, etc., etc. Et donc, on va un petit peu lutter potentiellement contre l'alcool. On a des coûts de production et de commercialisation qui sont un petit peu élevés. Mais ça, c'est lié au secteur d'activité. On a une exposition aux risques réglementaires, donc c'est ce que je vous disais. Les taxes notamment qui explosent dans certains pays, pour toujours lutter contre cette consommation d'alcool qui finalement nuit à plein de choses. Par exemple, en France, on sait que la sécurité sociale, elle dépense énormément d'argent pour soigner des personnes qui sont atteintes de maladies qui sont liées à l'alcool. Donc ça peut être des cirrhoses, etc., etc., etc. On a une concurrence qui est intense. Vous avez vu la liste des concurrents, elle est assez impressionnante. Et on a des concurrents qui montent petit à petit et qui diversifient aussi leur portefeuille de marques, leur portefeuille de produits. Et on a un groupe qui est soumis à la situation économique internationale, c'est ce qui se passe un petit peu notamment en Chine, et aux fluctuations des devises comme beaucoup d'autres entreprises. En termes d'opportunités, on a la croissance des pays émergents avec notamment l'Inde et l'Amérique latine potentiellement. On a l'expansion qui est aussi voulue par l'entreprise dans tout ce qui va être commerce en ligne. On a le développement de nouvelles catégories de produits et notamment des produits faibles en alcool et des produits qui surfent un petit peu sur le durable. On a des stratégies de collaboration, partenariat, comme toute entreprise, c'est du marketing. Et puis on a un focus, comme je vous le disais, sur les tendances de consommation responsable avec potentiellement des bouteilles qui sont recyclables, etc., etc. Les menaces, on va revenir beaucoup sur les faiblesses, les changements réglementaires, les changements fiscaux, les fluctuations des devises, changements dans les préférences des consommateurs aussi. Ce que consomment aujourd'hui les jeunes, c'était pas ce que consommaient les jeunes il y a 50 ans. Globalement, sur les données financières, on a une bonne rentabilité, mais attention cependant aux marges qui ralentissent par rapport à la moyenne historique. Sur les 10 dernières années, on est profitable, ce qui montre une régularité et une solidité de l'entreprise. Attention, en termes de santé financière, on a quand même un score d'Altman de 2,1, donc où il y a quand même des risques de faillite si on devait se retrouver en période de crise par exemple. Globalement, on a une rentabilité des capitaux investis qui n'est pas énorme, mais au moins, on a une rentabilité des capitaux investis, ce qui n'est pas le cas sur toutes les entreprises. Et vous voyez qu'on a quand même un coût du capital qui est élevé, qui augmente, et ça c'est dû notamment à l'augmentation des taux d'intérêt. Donc Pernod Ricard, au même titre que d'autres entreprises, est impacté aussi par l'augmentation des taux d'intérêt. Ensuite, vous voyez qu'on a globalement une croissance du revenu, même si elle avait un petit peu stagné ces dernières années. En revanche, pour le free cash flow, vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Il augmente globalement, mais vous voyez que c'est un petit peu cyclique. On a des phases d'augmentation, ça baisse un petit peu, ça remonte, ça baisse fortement avec le Covid, ça remonte, et puis là, vous voyez que le free cash flow diminue. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. On voit qu'on a quand même une part importante du cash flow qui est utilisé pour les dividendes. Donc ça, c'est à surveiller. On va parler du dividende juste après, mais ça reste quand même à surveiller. Ce qui serait intéressant, c'est que l'entreprise
arrive à augmenter son cash flow régulièrement, finalement. En ce qui concerne le dividende, on a actuellement, au cours actuel, un rendement de 3,9%, les 4%. On a une sûreté du dividende qui est intéressante, un score de 15. Donc si jamais ça, c'est les données de Morning que j'utilise. Et on a un score de croissance de 9 avec une croissance de 15% par an sur les 5 dernières années. C'est un dividende qui est ininterrompu depuis plus de 30 ans, avec une fréquence de distribution de 2 fois par an. Donc la somme globale du dividende est distribuée en 2 fois. Vous voyez qu'on a une belle croissance du dividende. On a eu le Covid, donc ça pour moi c'est pas forcément quelque chose que je vais prendre en compte, c'est un événement exceptionnel. Et on voit que globalement la tendance depuis 5 ans est à la baisse en termes de nombre d'actions en circulation, et ça c'est plutôt intéressant. Ils ont une politique de rachat d'actions en ce moment, qui est d'ailleurs en cours, ils vont encore racheter des actions, et donc ce qui fait que le nombre d'actions en circulation diminue, et mécaniquement ça fait augmenter la valeur de l'action. Donc en termes de dividendes c'est plutôt positif. En termes de value, en termes d'évaluation, est-ce qu'on est sur une action qui est chère ou pas ? Et bien personnellement, je considère que même avec la forte baisse qu'on a eue, on est sur des zones de valorisation qui sont plutôt rationnelles. Vous voyez qu'on a un PEG, donc on prend en compte la croissance de l'action qui a 1,49, 1,50. Alors c'est bien inférieur à l'historique, parce que historiquement c'était quand même une action qui était assez bien évaluée. Vous voyez qu'on est quand même toujours sur du 1,50, donc elle n'est pas si sous-évaluée que ça, même si globalement Morning la considère comme arrivant sur des zones de sous-évaluation qui commencent à être intéressantes. Donc voilà, globalement en termes de value, le PE ratio est quasiment égal au forward, donc finalement on paye 15 fois les bénéfices pour l'année prochaine. Hop. Si on regarde un petit peu la performance par rapport au CAC 40. Alors historiquement, c'est une entreprise qui avait surperformé le CAC 40. En revanche, on voit que depuis 2023, on sous-performe très très largement le CAC 40. Donc ça va être à surveiller. Si on fait un retour global, en termes de performance, on sous-performe. Donc j'ai mis un rouge. En termes de business, effectivement, il y a plein de choses qui sont rodées, mais il y a quand même des facteurs qui influencent très fortement, que ce soit fiscaux, que ce soit réglementaires, que ce soit en termes de sensibilisation, qui impactent très fortement sur le business, l'économie en Chine, etc., etc. Ce que je vous montre là, c'est à l'heure actuelle, mais ça peut être en phase d'amélioration. Donc, on se concentre sur des produits plus durables, moins d'alcool, on essaye de se diversifier sur des zones géographiques qui vont peut-être pouvoir nous porter, comme l'Inde, l'Amérique latine, etc., etc. Donc en termes de diversification géographique, j'ai mis un bon vert. En termes de rentabilité, c'est jaune. En termes de croissance, c'est jaune. Pareil pour la santé financière et les free cash flow, je trouve que la situation n'est pas non plus exceptionnelle. La valorisation, je pourrais la mettre en vert clair. En réalité, voilà. On va la mettre en vert clair parce que la valo commence à être intéressante. Le dividende, il est correct. Il a un petit peu diminué en 2020, donc en période de crise. C'est pour ça qu'il est en vert clair et pas en vert foncé. Pour la dilution, c'est pareil, c'est une politique qui est récente, c'est pas une politique de long terme. Vous voyez que ils avaient quand même augmenté à plusieurs reprises dans les années 2015 leur nombre d'actions en circulation. C'est pour ça que pour l'instant, on reste sur un vert clair. Donc voilà, globalement, pour Pernod Ricard, il y a de nombreux défis à relever. Pour moi, il faut que l'entreprise fasse ses preuves, améliore ses résultats, etc., etc. Allez, si on regarde un petit peu l'analyse technique, vous voyez qu'on avait break notre zone de support oblique haussière en jaune. On a travaillé un petit peu dessus, puis on a fini par la casser. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a essayé à plusieurs reprises de casser notre résistance en rouge. On travaille très proche de cette résistance, mais pour l'instant, pas de signe particulier de retournement. Vous voyez qu'on est toujours très bas sur le RSI.
on est en dessous de la médiane à 50, et si on dézoome, et ben vous voyez que finalement, pendant la période de hausse, on était très souvent au-dessus de cette médiane, et que là, cette zone-là, on est passé dans une sorte de zone baissière, même en termes de RSI. Comme vous le voyez, là, on est en dessous, et pendant toute la phase haussière, on était plutôt au-dessus. Je vais vous rajouter une petite ligne de tendance entre... Voilà, comme ça. Comme ça, vous pouvez vous faire une idée. Donc vous voyez, pendant les phases haussières, on est au-dessus. On joue en weekly, là, on est en weekly. On joue au-dessus de la médiane des 50 du RSI. Et puis quand on est en phase baissière, on joue en dessous. Et vous voyez que pour l'instant, depuis le début de la phase baissière en mai 2023, et ben vous voyez qu'on est passé en dessous et qu'on n'est jamais revenu au-dessus de cette moyenne du RSI à 50. J'espère que c'est assez visible. Même s'il y a des moments dans la phase haussière où on passe en dessous, et ben finalement, c'est que des phases de correction. Là, vous voyez qu'on est vraiment rentré dans une tendance baissière qui est assez intense, qui est plutôt durable pour l'instant. Donc voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne à casser par le haut et à confirmer cette tendance baissière, et ensuite qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles, 50, 200 périodes, etc., etc. Si on regarde un petit peu en termes de prochaines zones de support, on a celle qui est aux alentours des 115 euros. Ensuite, on a celle qui est aux alentours des 90 euros. Et enfin, on a aussi une zone qui est aux alentours des 70-75 euros. Personnellement, c'est les trois zones que j'identifie, les trois zones de support que j'identifie. C'est des zones qu'on peut très bien venir casser à la baisse. Ça, l'avenir nous le dira, ça va dépendre des résultats, ça va dépendre de la conjoncture, ça va dépendre de la guidance de l'entreprise. Est-ce que on va être sur quelque chose d'un petit peu plus optimiste, et ça va surtout dépendre du narratif du marché vis-à-vis de cette action-là. Et pour l'instant, il est plutôt négatif. Donc voilà, vous voyez qu'on se rapproche pour l'instant de la prochaine zone de support. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.